Résumé des épisodes précédents. Depuis longtemps, Jérôme filait le parfait amour avec son iPhone. Mais pris dans la lente érosion du quotidien, son regard fut attiré par d'autres horizons. Il croisa le OnePlus One, ils partirent en vacances et vécurent quelque temps heureux ensemble. Mais finalement, cette brève escapade tourna court et Jérôme essaya de reconquérir le cœur de son iPhone. Mais le mal était fait, il avait goûté aux fruits défendus. Les courbes voluptueuses d'un autre smartphone de luxe attisèrent son désir. Mais cette fois, il fut pris la main dans le sac et son iPhone, trompé, filma toute la scène. Aujourd'hui, Jérôme est un homme torturé, pris entre deux amours. Que va-t-il se passer? Vous le saurez en regardant cet épisode du Journal du Switcher numéro 3. Bienvenue dans le Journal du Switcher numéro 3. Le Journal du Switcher, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un espèce de format libre, hors test, un petit peu plus libre que les tests que je fais, où je parle à ceux qui passent d'une plateforme à l'autre, d'iOS à Android, d'Android à iOS. J'essaye de ne pas être dans la guéguerre des fanboys, de parler sereinement des différents mobiles que je teste. Pour l'instant, c'est sur les smartphones, mais peut-être que le Journal du Switcher va s'étendre à d'autres choses. J'ai commencé effectivement en faisant le test du OnePlus One, mais le format Journal du Switcher me plaît assez et je pense que ça va être un peu ma tribune d'expression libre. Switcher, finalement, c'est un petit peu une attitude de consommateur qu'on peut avoir, d'essayer de ne pas tomber dans le marketing, des guéguerres des marques et des OS, sortir un petit peu de tout ça pour pouvoir discuter de manière sereine et en consommateur averti des différents produits qu'on a à disposition. Je voulais également apporter une précision par rapport à ma méthodologie de test qui petit à petit se met en place avec la chaîne Nowtech TV. C'est vrai que les premières impressions que j'ai fait, mes tests que j'appelais premières impressions, sont en fait des vrais tests. Donc n'attendez pas non plus le test complet pour vous faire un avis. D'ailleurs, je les ai rebaptisés premiers tests. C'est simplement des tests que je fais en utilisant le smartphone pendant une semaine. Donc c'est une première vue effectivement sur le smartphone, mais c'est quand même un test assez complet. Ce que j'appelle les tests complets, c'est ensuite, après avoir utilisé le téléphone pendant un certain temps, il y a des choses comme la batterie, l'appareil photo, d'avoir pris pas mal de photos dans des situations différentes. C'est là où on peut vraiment donner un avis définitif, on va dire, sur le smartphone. Ça me permet aussi de réagir à vos commentaires par rapport au premier test. Il m'arrive de dire des bêtises, par exemple sur le test du Samsung S6, j'ai dit qu'il y avait un processeur Intel, j'avais mal écrit mon texte. Donc pour réajuster, ça me permet derrière moi de faire un test complet qui sera un peu le test qui va rester dans le temps. Dans un an, si quelqu'un veut acheter un Galaxy S6, il se référera plutôt à mon test complet qu'au premier test. Il m'a paru intéressant de faire le Journal du Switcher numéro 3 en ce moment parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les différents premiers tests que j'ai faits. C'est vrai que j'ai une opportunité rare en ce moment d'avoir 4 smartphones à la maison pour pouvoir tester. Donc j'ai l'iPhone 6 Plus qui est mon régular, on va dire, pour l'instant. J'ai le OnePlus One que j'ai acheté en décembre. Et on m'a prêté aussi le Zenfone 2 et, il est là, le Galaxy S6. Donc ça me permet d'avoir une vision un petit peu large, on va dire, du marché actuel des smartphones et de pouvoir vous en parler. Je vais faire un bref tour d'horizon de ce que je pense de chacun des téléphones, après pour certains plusieurs mois d'utilisation et d'autres plusieurs semaines. On commence par le OnePlus One. Le OnePlus One, je l'ai testé dans les premiers journaux du Switcher. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce OnePlus One. Après investigation, ces problèmes venaient d'une app un peu pourrie qui n'avait pas été mise à jour depuis longtemps. Je l'ai remis complètement à zéro, j'ai installé les apps petit à petit en vérifiant bien que c'était des apps récentes et depuis je n'ai pas de problème. Je l'ai mis à jour en Cyanogen 12, donc maintenant il est sous Lollipop et je le prouve, j'ai même mis en fond Lollipop pour pas qu'on se trompe. Alors c'est vrai qu'il y a OxygenOS qui est aussi sous Lollipop, qui est l'OS concurrent, qui est celui de OnePlus, qu'ils ont sorti. Pour l'instant, il n'est pas encore très facile à installer. Enfin, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Cyanogen 12, ça s'est mis à jour tout seul. Donc voilà, je suis plutôt content de Cyanogen 12. On retrouve tout l'esprit de Cyanogen, avec la haute customisation. Tout ça sous Lollipop, c'est plutôt pas mal.
Alors c'est vrai que mon regard sur le OnePlus One a du coup changé, je le trouve beaucoup plus stable qu'autrefois. Des choses que j'avais reprochées dans mes premiers tests, bah, je ne peux plus les reprocher aujourd'hui, hein. J'ai pas eu de crash depuis que j'ai fait cette mise à jour bien propre. Au niveau photo, les choses vont bien mieux, enfin bien mieux. Disons qu'il est beaucoup plus réactif que quand je l'ai eu la première fois. Les photos sont un petit peu plus constantes, j'ai des résultats un petit peu plus cohérents, notamment quand je shoot en RAW. C'est vrai qu'en RAW, j'ai des meilleurs résultats. Je vous montre là 2 photos, une en JPEG, une en RAW. On voit vraiment une différence dans le traitement des images. Je le trouve encore un petit peu maladroit dans le traitement électronique des images en JPEG, mais le RAW est là. Le seul problème, c'est qu'avec ce RAW, enfin c'est du DNG, les fichiers s'appellent DNG, pas RAW, mais c'est la même chose globalement. Le gros problème, donc, quand on le bascule en RAW, c'est que du coup, il est un petit peu lent dans le traitement des images. Donc, je vous conseille pas d'activer ce mode si vous essayez de faire des photos de sport ou des choses un petit peu comme ça. En basse luminosité, je le trouve pas très bon. Il y a beaucoup de bruit qui remonte. On a vite des flous. Je trouve pas que c'est son point fort. Par contre, ce qui est son point fort, c'est vraiment la batterie. Des 4 smartphones, je trouve que le OnePlus One a une des batteries les plus impressionnantes. C'est vrai que surtout, il tient bien la charge, même si vous le laissez éteint pendant plusieurs jours, et ça m'est arrivé, quand vous le rallumez, il n'a quasiment pas consommé de batterie. Vous faites la même chose avec le Galaxy S6, en 2 jours, il n'y a plus rien. Le OnePlus One avec Cyanogen est définitivement un smartphone que vous allez vraiment pouvoir mettre à votre sauce. Le niveau de customisation est très haut. Et vu les réactions que j'ai eues sur mes premiers tests du OnePlus One, on peut définitivement dire que c'est quand même un smartphone de barbus, de gens qui s'y connaissent un petit peu sur Android. C'est avec ce niveau de connaissance que vous allez pouvoir en tirer la substantifique moelle. Je ne le conseillerais pas forcément pour quelqu'un dont c'est la première expérience Android. Il peut être un petit peu déroutant. On passe maintenant au Zenfone 2, dont j'ai fait les premiers tests récemment. La bonne surprise du Zenfone 2, c'est vraiment sa puissance. C'est vrai qu'il a peut-être pas le dernier processeur à la mode super puissant, mais il a quand même 4 Go de RAM. Je précise que je teste le modèle 551. Attention, hein, dans la gamme Zenfone 2, il y a 3 modèles différents qui n'ont rien à voir en termes de puissance, et de prix d'ailleurs. C'est franchement un smartphone assez épatant à son niveau de prix. Je crois plus qu'on le trouve à 300 €, mais vous le trouvez légèrement en dessous de 400 €. Et il avalera sans peine les tâches les plus lourdes que vous lui donnerez, du jeu en 3D, des choses comme ça. Vraiment, pour ce niveau de prix, il est assez étonnant au niveau puissance. Un petit peu comme le OnePlus One d'ailleurs. Je le trouve par contre plus user-friendly que le OnePlus One pour quelqu'un qui débute sur Android. Il y a même un mode facile pour ceux qui vraiment ne veulent pas s'encombrer avec un niveau de connaissance quelconque sur Android. Je trouve la surcouche un petit peu plus présente, peut-être un petit peu trop présente par rapport à ce qu'on peut avoir sur les autres smartphones que je teste. C'est vrai que Zen UI, qui est donc la surcouche Android d'Asus, il est pas mal, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de logiciels Asus, beaucoup de fonctionnalités Asus qui sont pas forcément utiles, redondantes. Du coup, on a plusieurs manières de faire la même chose. Ça peut être un petit peu confusant. L'APN n'est pas mauvais hein, pour ce niveau de prix. Il est juste inconstant. J'ai des surprises parfois vraiment bizarres avec ce téléphone. Je vous montre sur une photo normale, si on le compare même avec les autres, voilà une photo, ciel bleu, etc. Il se débrouille pas trop mal. C'est vrai que ça brûle un peu dans les blancs, il n'est pas super subtil sur la plage dynamique, mais il s'en sort pas mal pour ce niveau de prix. Par contre, parfois, il part dans des délires psychédéliques complets sur certaines photos, et c'est vrai qu'en ça, l'APN est un petit peu décevant, parce que vous allez parfois avoir des bonnes surprises, mais parfois de très mauvaises surprises. Il va falloir que je pousse un petit peu plus les investigations au niveau de l'appareil photo pour vous donner vraiment des conclusions finales. Il me déroute un petit peu au niveau photo, je ne comprends pas très bien comment il fonctionne. Sinon, au niveau des choses qui m'ont, par rapport au premier test, dont je me suis aperçu après en l'utilisant un petit peu plus, l'écran ne tient pas vraiment la route. C'est un bon écran avec une bonne définition, mais en termes de luminosité, vous allez avoir énormément de mal à prendre des photos en extérieur. Moi, il y a des photos où j'étais complètement à l'aveugle. On le voit, là j'ai montré en plein soleil, les 3 écrans, le OnePlus One, le Zenfone 2 et le Samsung S6, le Galaxy S6. On voit que c'est quand même pas du tout les mêmes niveaux de luminosité. On voit aussi d'ailleurs que le OnePlus One n'est pas un champion en la matière.
Également, au rang des déceptions, la batterie n'est pas extraordinaire sur le Zenfone 2. Elle fait son job, mais elle se décharge plutôt vite. Elle tient pas la charge en veille. Et bon, vous tenez une journée sans problème. C'est quand même une phablette, donc il y a une grosse batterie. Mais vous n'allez pas aller tellement au-delà. J'aimerais faire une petite conclusion intermédiaire sur ces deux smartphones, donc le OnePlus One et le Zenfone 2. Cette conclusion intermédiaire, je l'appellerai « on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière ». Ce que je veux dire, c'est qu'avec des smartphones en dessous de 400 €, vous allez en avoir pour votre argent. Et contrairement à ce que vous disent le marketing de ces marques, et c'est normal qu'ils vous le disent, mais il y a des compromis pour pouvoir atteindre ces niveaux de prix-là. C'est des téléphones où il y a quand même beaucoup de plastique. Après, les écrans et le verre des écrans sont bons, c'est du Gorilla, donc c'est relativement solide, c'est du bon plastique, mais il y aura probablement plus d'usure sur ce genre de téléphone que sur du haut de gamme. Pareil, comme je vous l'ai montré, au niveau de l'écran, il y a des compromis qui ont été faits, les niveaux de luminosité sont vus un petit peu à la baisse. C'est certainement avec la gestion de la batterie, arriver à trouver les bons équilibres pour pouvoir offrir des téléphones à ce prix-là. Pareil, au niveau des appareils photo, c'est des bons appareils photo, ils vont vous permettre de faire 70-80% des photos, un petit peu comme les autres, c'est sur des photos difficiles, photos en basse luminosité, même si les Zenfone 2 a un espèce de super mode nuit, il vous livre une information visuelle, mais c'est pas vraiment une photo exploitable. Ils se défendent, vous allez avoir quand même des photos qui iront bien sur Instagram, mais ils vont pas avoir les niveaux d'excellence qu'ont certains haut de gamme. Bref, je le redis, c'est vraiment des téléphones où vous en aurez pour votre argent, c'est des excellents rapports qualité-prix, mais il ne faut pas non plus leur demander de tout faire comme un haut de gamme. C'est vrai qu'il y a quand même quelques raisons pour lesquelles les hauts de gamme sont à ce prix-là. Et c'est vrai que quand on parle de haut de gamme, je pense au Galaxy S6, là je l'ai dans sa version Edge. Là on est dans du très haut de gamme puisque les prix sont quasiment équivalents à ceux de l'iPhone. C'est donc les smartphones les plus chers du marché. Est-ce que là, pour le coup, on en a pour son argent ou est-ce qu'on est des pigeons quand on achète des téléphones à plus de 700 €? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Le Galaxy S6 a beaucoup emprunté, et c'est pas forcément une critique, mais il a beaucoup emprunté au design de l'iPhone 6 pour effectivement atteindre ce niveau de finition et de design. On a affaire à du métal, c'est de l'aluminium, du verre, un niveau de finition, la qualité des boutons, la qualité d'assemblage de l'ensemble, qui effectivement en font tout de suite des hauts de gamme, on le sent tout de suite dès qu'on l'a en main. Samsung, je trouve, a pris la bonne direction, en tout cas pour ce qui est de proposer des téléphones à plus de 700 €, avec un niveau vraiment de design qui est quasiment équivalent à l'iPhone 6. Si je dis quasiment, c'est qu'on sent qu'ils sont encore à une génération du niveau de perfection. Quand je parle de perfection, c'est plutôt de chipotage qu'il y a chez Apple. J'en veux pour exemple le cul du Samsung, qui ressemble vraiment à celui de l'iPhone 6, mais on s'aperçoit que les éléments ne sont pas parfaitement alignés comme ils peuvent l'être sur l'iPhone 6. Alors là, on est en train de traire des mouches avec des gants de boxe, mais c'est vrai que le diable est dans les détails, et quand on dépense autant d'argent pour un smartphone, on est en droit de regarder ce niveau de finition. Alors j'ai beaucoup vanté les mérites du Samsung S6 en photo. Je le juge supérieur à l'iPhone 6 et à l'iPhone 6 Plus, notamment en termes de piqué, parce que pour le coup, lui, il exploite vraiment à fond son capteur de 16 mégapixels. C'est pas comme le OnePlus One ou le Zenfone 2 qui ont des capteurs aussi de 16 mégapixels, mais qui ont un moins bon traitement électronique de l'image et certainement une optique un tout petit peu moins bonne. Il est notamment vraiment bluffant sur les photos en basse luminosité, il donne des résultats vraiment étonnants. Attention, Apple n'a pas complètement perdu sa couronne, notamment sur certaines photos, je trouve le traitement des couleurs plus intéressant sur l'iPhone 6 et le 6 Plus, plus doux, plus naturel qu'on peut l'avoir sur le Galaxy S6. Mais c'est vrai que le mode RAW va bientôt arriver sur le Galaxy. On l'attend avec impatience, cette mise à jour. Et je pense que là, ça va devenir une vraie tuerie en photo.
En vidéo, il m'a un tout petit peu déçu au niveau stabilisation. Certains m'ont reproché de comparer le Galaxy S6 Edge avec l'iPhone 6 Plus en termes de stabilisation. Ne pas oublier que l'iPhone 6 Plus a une stabilisation optique, ce que n'a pas l'iPhone 6. Donc on m'a dit, tu devrais le comparer avec l'iPhone 6. Oui, mais enfin les gars, le Edge, il est au même prix que l'iPhone 6 Plus. Donc ma comparaison était quand même relativement légitime. Une info quand même sur le Galaxy S6 au niveau photo. Il y a eu l'information qui est tombée la semaine dernière. Devant la pénurie de capteurs Sony, Sony a du mal à répondre à la demande. Si vous achetez un Galaxy S6 ou S6 Edge, vous risquez de ne pas avoir le même capteur d'un modèle à l'autre. En plus, Samsung ne le communique pas du tout sur la boîte, donc c'est un petit peu la surprise à l'ouverture du Kinder. J'ai mis dans le texte de l'émission la méthode pour quand vous avez un Galaxy S6 pour voir quel type de capteur que vous avez. Les deux capteurs sont un petit peu différents. Le capteur de chez Sony est un petit peu meilleur en piqué et en définition d'image et le capteur de chez Samsung semblerait un petit peu meilleur dans le traitement des couleurs. Donc bon, les différences existent quand même. Là, vraiment, il faut avoir un œil photo et être vraiment très très attentif à la qualité des photos pour que ça ait une importance. Mais quand même, c'est pas très très cool de la part de Samsung de ne pas avoir communiqué sur le type de capteur qu'on peut retrouver sur son smartphone. Il y a un petit côté loterie qui est assez désagréable quand on a dépensé autant d'argent pour acheter un smartphone. C'est pas bien Samsung. Le gros défaut du Galaxy S6, ça ne sera pas un défaut pour tout le monde, mais c'est vrai que la batterie est assez moyenne. Il se recharge certes très très vite, mais il se décharge assez vite aussi. On aura parfois du mal à tenir la journée. Donc c'est pas forcément un haut de gamme que je conseillerais aux grands voyageurs ou aux gens qui ont vraiment besoin de beaucoup d'autonomie. L'autre chose à noter, et c'est vraiment définitif plus je l'utilise, honnêtement le Edge, ça ne sert à rien et c'est même plutôt rédhibitoire. La prise en main est très désagréable, je trouve, du Edge. Donc 150 € pour juste avoir les bords arrondis qui servent pas à grand chose. Je trouve que là, pour le coup, c'est un peu de l'argent foutu en l'air. Et ceux qui ont le Edge méritent peut-être le titre de pigeon. En parlant de pigeon, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, on a beaucoup dit que Apple prenait les gens pour des pigeons à ce prix-là. On peut dire aujourd'hui que Galaxy prend aussi les gens pour des pigeons. Donc si on est d'accord sur la nomenclature, tous ceux qui achètent des téléphones à plus de 500 € sont des pigeons. Je ne vais pas vous refaire le test de l'iPhone 6. Sur la chaîne, vous avez un test ultra complet de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus en 3 parties. Comme j'ai fait une conclusion intermédiaire sur le OnePlus One et les Zenfone 2, on va faire une conclusion intermédiaire sur ces deux haut de gamme. Est-ce qu'on en a pour son argent ? Il est évident qu'en achetant des smartphones à plus de 700 €, il y a un petit peu d'argent qui va dans la marque. C'est le côté statutaire, c'est le côté happy few, même si tout le monde l'a, mais... Voilà, c'est un téléphone qui, dans 1 an et demi, aura, à moins que vous fassiez vraiment des cascades avec, aura encore beaucoup de tenue. Je pense que le Zenfone 2, avec son côté plastique et tout ça, dans 1 an et demi, si vous le posez sur une table de réunion en plein boulot, ça aura le côté un petit peu adolescent, en plus avec ce nom Zenfone 2 avec une faute d'orthographe. Il n'y a pas ce côté statutaire qu'on peut avoir avec un téléphone en métal, avec des matières nobles. Certains d'entre vous, le statutaire, vous en avez rien à foutre et grand bien vous en fasse. Après, il ne faut pas critiquer les gens qui ont besoin aussi d'un téléphone qui dit quelque chose sur eux. J'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule, les gens qui achètent vraiment des grosses voitures pour montrer qu'ils ont de l'argent, mais je ne juge pas. Sur les smartphones, c'est un petit peu différent. On achète quand même un niveau de finition, on achète des matériaux, on achète une certaine qualité et bien sûr un petit peu quelque chose de statutaire. Les APN sur ces deux appareils sont excellents, ils sont accompagnés, et c'est mine de rien un point assez crucial, je m'en suis vraiment aperçu en testant les 4. Ils ont une luminosité d'écran qui permet de prendre des photos en plein soleil, et ça mine de rien c'est très handicapant quand on l'a pas. Donc si vous faites beaucoup de photos en extérieur, il vous faudra peut-être passer par la caisse. Ce qui nous amène un petit peu à la conclusion générale et peut-être les conseils d'achat que je donne modestement par rapport à l'achat d'un smartphone aujourd'hui. Un smartphone, et aujourd'hui en 2015, un smartphone est beaucoup plus
qu'une liste de specs. Ne vous faites pas avoir par le marketing qui va vous parler de 4 Go de RAM d'un côté, de 16 mégapixels, voire 20 mégapixels. Ça ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, un smartphone, c'est une alchimie entre différents composants. Il y a quand même aussi tout ce qui est software derrière, la manière dont les composants vont fonctionner entre eux. C'est souvent là qu'on sent quand même une différence entre du haut de gamme et du moyen bas de gamme. Faisons fi des OS Android et iOS, pour moi, c'est pas kiff bourricot. Je vais y revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, le meilleur conseil que je puisse donner par rapport aux achats de smartphones, c'est que les smartphones, c'est devenu un petit peu comme l'informatique. Il faut acheter un smartphone par rapport à qui vous êtes et quels sont vos besoins. Moi, par exemple, j'ai 4 critères qui sont très importants dans un smartphone. C'est pas les mêmes critères pour tout le monde. Ce que j'attends, moi, de mon smartphone, c'est sa fiabilité. Vraiment une expérience constante. Je préfère qu'on m'enlève des possibilités de customisation, mais je veux quelque chose qui ait la même expérience tous les jours. Pour moi, c'est un outil de travail et je ne veux pas avoir de mauvaises surprises, ni de bonnes d'ailleurs. Je veux vraiment un smartphone qui marche toujours pareil. Je veux également un smartphone qui soit versatile, qui me permette de faire tout un tas de choses. C'est pour ça que je ne suis pas intéressé par les smartphones qui sont spécialisés, les smartphones où on met des gros appareils photo derrière, ou des grosses choses comme le Note qui sont une expérience à mi-chemin entre la tablette et le smartphone. Mon troisième critère, c'est la solidité, c'est la finition. J'ai envie d'avoir un smartphone qui ressemble à quelque chose dans 2 ans, quand je l'utilise encore. Et mon quatrième critère, avec une petite fourche, c'est également la qualité donc de l'appareil photo numérique. Je fais pas mal de photos avec mon smartphone, c'est mon point and shoot, et surtout je fais pas mal de vidéos qui s'intègrent dans mon processus créatif pour la chaîne. Mais ça, c'est mes critères à moi, et c'est pas forcément les vôtres. La question à vraiment se poser, c'est qu'est-ce que vous attendez d'un smartphone? Si vous êtes un étudiant avec un budget, c'est un petit peu ridicule d'acheter un téléphone à plus de 700 €. Vous serez parfaitement heureux avec un téléphone, voilà, que vous changerez peut-être plus souvent derrière. Si vous êtes un bidouilleur Android, vous serez plus heureux avec le OnePlus One qu'avec peut-être le Galaxy S6. Si vous êtes quelqu'un qui a juste besoin de pouvoir faire des photos sur Instagram, un petit peu de Snapchat, mais l'APN n'est pas un truc très important pour vous, c'est pas la peine de dépenser autant d'argent sur un smartphone qui offre des possibilités photos légèrement supérieures. Bref, achetez malin, achetez par rapport à vous, qui vous êtes. Ne vous laissez pas influencer ni par les discours marketing, ni par des discours de fanboy. Et là, je vais vraiment me faire taper dessus par les fanboys. J'ai envie de dire, parce que tout le monde me pose la question, est-ce qu'il faut que je prenne un Apple, un iOS, est-ce qu'il faut que j'aille sur Android? Vous aurez une meilleure réponse à cette question si vous vous posez la question différemment. Quels sont mes usages d'un smartphone? Si je dois vraiment schématiser, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je compare souvent iOS à un hôtel où on ne peut pas déplacer les meubles mais c'est toujours propre, et Android à un appartement où c'est chez vous, vous faites ce que vous voulez mais parfois c'est un petit peu le bordel. Aujourd'hui je vais prendre, pas une analogie mais peut-être une autre sensation que j'ai, moi qui aujourd'hui switch pas mal entre iOS et Android. Android se rapproche un petit peu plus de l'expérience d'un ordinateur de poche. Vous avez accès aux fichiers, quand vous creusez un peu dans Android, vous voyez même les fichiers avec leurs suffixes. Il y a des choses comme sur le Samsung S6, on a du multi-fenêtrage, vraiment des fonctions qu'on retrouve presque sur un ordinateur. Donc si c'est votre usage d'un smartphone, de pouvoir comme ça vraiment avoir un ordinateur de poche, vous serez peut-être plus heureux avec Android. iOS se rapproche plus d'un smartphone, dans le sens où tout est caché, tout est verrouillé, tout est simple, parfois trop simple, et certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas, parce que Apple l'interdit. Mais par contre, vous avez une seule manière de faire une manipulation sur un iPhone 6 et les seules nouveautés viendront des applications. Honnêtement, un iPhone, aujourd'hui, vous avez vite fait le tour de ses fonctionnalités. En 10 minutes, vous savez l'utiliser. Il n'y a pas vraiment de fonction cachée ou de customisation. Donc il va plus convenir à ceux qui utilisent leur smartphone comme un téléphone, comme un outil de travail et qui ne veulent pas se prendre la tête en bidouillant ou en bricolant des choses. Mais par contre, c'est une cage dorée, vous ne serez jamais complètement chez vous. C'est la contrepartie d'avoir une expérience qui sera toujours la même, c'est que vous avez une expérience assez verrouillée. Je ne veux pas me fâcher définitivement avec les fanboys, je comprends tout à fait qu'on s'identifie par rapport aux produits qu'on a achetés, mais il faut quand même toujours prendre conscience, et je dis souvent dans mes tests, que tout ça, ça fait le jeu des marques, ça fait le jeu du marketing, ils sont ravis que les OS se battent. Et si vous avez bien écouté mon journal du switcher, si je dois faire une conclusion de toutes les conclusions que j'ai faites, c'est que le smartphone parfait
parfait n'existe pas. Il n'y aura pas un smartphone définitif qui va écraser tous les autres smartphones. Et ceux qui pensent que le journal du switcher va se terminer par Jérôme qui va choisir définitivement son iPhone 6 ou son Galaxy, ou switcher définitivement Android, je crois que vous n'avez pas bien compris comment je joue le jeu. Si je me suis mis sur Android, c'est justement pour avoir une ouverture sur le marché. J'étais probablement aveuglé par mon unique connaissance d'iOS, et aujourd'hui d'avoir fait des choses sur Android et d'utiliser un Android me permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Ce que je remarque souvent chez les défenseurs de l'un ou l'autre des camps, je parle pas des Windows Phone, je suis désolé, j'en ai pas, ça viendra peut-être, mais en tout cas sur les deux camps Android et iOS, c'est que souvent les gens qui critiquent de manière très virulente iOS, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un iPhone entre les mains, et ceux qui critiquent Android, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un Android entre les mains. Moi j'ai la chance d'avoir une chaîne de test, donc ça me permet de sauter allègrement d'un monde à l'autre et de vous apporter mon éclairage. J'espère en tout cas que ces conseils d'achat vous auront apporté un petit peu d'éclairage et vous permettent de faire le bon achat du smartphone qui vous convient bien. Ça me donne l'idée de faire peut-être un dossier même plus complet, comment choisir son smartphone. C'est peut-être quelque chose que je sortirai avant Noël, ça pourrait être un format assez intéressant. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez le journal du switcher et que vous voulez que je continue à discuter un petit peu des produits hors test, d'une manière un petit peu moins formelle, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, à m'encourager. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, il y a beaucoup de tests qui m'attendent, donc je me remets au boulot pour pouvoir vous fournir en test le plus rapidement possible. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne pour n'en rater aucun. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Acheter le téléphone